Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Parole à la diaspora. Émission spéciale aujourd'hui parce que nous recevons aujourd'hui, je devrais dire, nous sommes reçus dans les locaux de l'association Sherpa. Pour ceux qui ne le savent pas, Sherpa est cette association qui, comme on le dit communément, traque les biens mal acquis des dirigeants africains pour ce qui nous intéresse. Et nous sommes en compagnie de la déléguée générale de cette association Sherpa, juriste de formation, Maud Perriel-Vessière, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, comme je le disais tantôt. Alors, en venant à votre rencontre aujourd'hui, j'étais avec un ami à qui j'expliquais que je faisais un plateau aujourd'hui avec l'association Sherpa. Je lui ai expliqué les objectifs. Il me dit, oui, pour l'aspiration de bonne gouvernance, je signe tout de suite. Mais Sherpa, de quoi je me mêle? On vous fait souvent certainement ce procès. Qu'est-ce que vous venez fouiller ailleurs? Des choses qui se passent certainement un peu partout à travers le monde. Autrement, d'où Sherpa tire-t-elle en tant qu'association cette légitimité de traquer ces biens mal acquis? Comment vous est venue l'idée de mettre en place une telle association? Alors bon, il y a plusieurs questions dans cette question. Sherpa, en fait, on parle beaucoup de l'affaire des biens mal acquis, mais c'est pas Que ça. loin s'en faut. Voilà l'objet exclusif de l'association. L'association, elle a été créée en 2001 par un avocat au barreau de Paris, donc maître William Bourdon, qui anciennement était secrétaire général de la FIDH, donc de la Fédération internationale des droits de l'homme, et qui s'est rendu compte que beaucoup d'organisations travaillaient sur les questions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, que la Cour pénale internationale venait d'être créée, donc c'était en 2002. Et que du coup, cette attention de la société civile sur ces questions-là de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité laissait un petit peu de côté une nouvelle forme d'impunité qui était en train de voir le jour, à savoir les crimes économiques. Donc les crimes économiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont essentiellement les dommages sociaux et environnementaux qui sont causés par les multinationales lorsqu'elles opèrent en territoire étranger, et notamment dans les territoires à faible gouvernance, où elles s'autorisent des choses qu'elles ne s'autoriseraient pas nécessairement dans les pays dont elles sont originaires, en fait. Mais c'est également l'ensemble des flux financiers illicites, et notamment des flux financiers sud-nord, qui sont autant d'atteintes au développement de ces États, en fait, qui sont privés de ces ressources. À l'époque, en 2001, il n'y avait absolument aucune organisation de la société civile, en tout cas au niveau français, qui travaillait sur ces questions-là. Et il nous est apparu important qu'une organisation réfléchisse sur ces questions-là, et tout particulièrement une association de juristes, puisque Sherpa, c'est une association de juristes, et qu'on pense que le droit constitue un outil précieux, en fait, pour agir en faveur du développement. Donc notre légitimité, en fait, pour répondre plus précisément à la question, et notamment à notre légitimité sur des affaires telles que celle des biens mal acquis, qui soulève évidemment plein de questions, tient essentiellement au fait que bon nombre des avoirs que l'on pense ou que l'on présume être illicites sont localisés sur le sol français. Pas exclusivement, évidemment. La France n'est pas n'est pas le seul territoire à héberger des avoirs de nature illicite. Voilà, je ne vais pas en citer, mais on les connaît. En Europe et puis en Amérique du Nord également, il y a de tels avoirs. Le fait est que nos États se sont engagés à lutter contre la corruption, à lutter contre le blanchiment de capitaux, et que nous, en tant qu'organisation anticorruption, organisation qui luttons contre la criminalité économique et financière, on a du mal à admettre que nous puissions nous rendre complices de telles malversations en acceptant d'héberger des avoirs illicites sur nos territoires. Du coup, évidemment, on n'a pas interféré dans le champ politique, qu'il s'agisse du Sénégal ou d'autres pays, notamment ceux qui sont visés dans la procédure dite des biens mal acquis. Néanmoins, le simple fait que ces avoirs soient localisés sur le sol français, le fait que nos associations avons pour mandat de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, de lutter contre le blanchiment d'argent illicite, nous rend, en tout cas c'est le sentiment que nous avons, légitime pour s'attaquer à ce phénomène sur le sol français. D'accord, on va tordre le cou tout de suite à une idée reçue. Ce n'est pas que contre des dirigeants et du milieu politico-affairiste africain alors?
Disons que l'affaire des biens mal acquis peut donner le sentiment qu'effectivement on s'attaque exclusivement à des agents publics africains. Alors d'une part, la grande corruption, en tout cas, puisque là il est évidemment question de grande corruption, on ne parle pas de la corruption, la petite corruption quotidienne, etc. On parle de gens qui s'enrichissent illégalement et de manière très souvent éhontée sur le dos de leur population. Donc cette forme de corruption toute particulière, elle ne concerne évidemment pas que l'Afrique. Le fait est que Sherpa est une organisation qui travaille pour le compte des pays en développement. C'est-à-dire que les actions que nous engageons en France, notre espoir, c'est qu'elles aient un impact quelconque sur les pays en développement. Indépendamment de ça, il est clair que la corruption n'est pas l'apanage de l'Afrique. Et puis là-dessus, la France n'a absolument aucune leçon à donner aux pays africains. Mais dans le même temps, la corruption fait des ravages bien plus importants en Afrique ou même plus généralement dans les pays en développement qu'elle ne le fait dans les économies développées. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on s'intéresse à ces pays-là et notamment à la corruption dans ces pays-là. Après, il est clair que quand on parle de grande corruption, ça implique, ça vise des agents publics, mais que les sources d'enrichissement sont multiples. C'est-à-dire qu'il peut s'agir effectivement des ponctions qui sont opérées directement sur les fonds publics, via des prises illégales d'intérêt, des détournements de fonds publics, des vols, que sais-je. Mais ça peut être également le fruit de pots de vin qui sont versés par des multinationales qui sont prêtes à verser ces pots de vin. La difficulté en matière de corruption d'agents publics étrangers, puisque c'est le terme consacré pour ce type d'opération, c'est-à-dire le fait qu'une multinationale verse un pot de vin pour obtenir, par exemple, un marché au Sénégal ou ailleurs, c'est que c'est une infraction invisible. C'est-à-dire que par définition, c'est un dessous de table et que, sauf à être participant à l'opération, des organisations de la société civile qui souhaiteraient dénoncer ce type d'opération n'est pas présent à l'opération. Donc c'est très difficile pour nous de s'attaquer à des multinationales qui verseraient des pots de vin. Et très souvent, en fait, l'enrichissement illicite des agents publics est la manifestation la plus visible de la corruption et finalement le seul moyen de l'appréhender. Donc c'est la raison pour laquelle la plainte a visé exclusivement l'enrichissement illicite sur le sol français d'un certain nombre d'agents publics, en l'occurrence africains. Mais on espère bien que l'information judiciaire en cours permettra de faire toute la lumière sur les responsabilités des intermédiaires financiers déjà qui ont pu faciliter les éventuelles opérations de blanchiment, mais également des multinationales qui ont pu contribuer à cet enrichissement illicite en acceptant de verser des pots de vin pour obtenir des marchés. Donc tout ça, Sherpa travaille là-dessus pour justement faire en sorte que personne ne soit oublié dans le cadre de cette information judiciaire. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes inspiré de ce qui existait avant, notamment des crimes de guerre et autres. On sait aussi comment la communauté internationale trime à appeler à la barre des coupables ou en tout cas des accusés de crimes de guerre. Est-ce que c'est le cas aussi dans le cadre de crimes économiques? Est-ce qu'il y a des difficultés à instruire, à faire aboutir un dossier? Alors, des difficultés, il y en a évidemment beaucoup. L'affaire des biens mal acquis est toute particulière puisqu'on parle d'agents publics qui sont en exercice. C'est-à-dire qu'il s'agisse du Gabon, du Congo ou de la Guinée équatoriale, les différentes personnes visées par la procédure sont toutes en exercice, du moins pour celles qui exercent effectivement. Après, la plainte vise également les membres de leur entourage qui ont pu bénéficier de l'enrichissement qu'on allègue, en fait, que l'on suppose, et puis les proches collaborateurs. Donc évidemment, quand on s'attaque à des agents publics en exercice, et notamment des chefs d'État, il y a un certain nombre de questions juridiques qui se posent, mais également diplomatiques et politiques. Et le fait est qu'en France, le parquet de Paris, et pas seulement le parquet de Paris, puisque d'une manière générale, le parquet est sous l'autorité directe du ministère de la Justice, donc du gouvernement in fine, fait qu'on a rencontré un certain nombre d'obstacles politiques au traitement de cette affaire, et qu'il a fallu attendre 3 ans et la décision de la Cour de cassation pour obtenir qu'une information judiciaire soit finalement ouverte dans ce dossier. Donc on a bataillé avec l'aide de Transparence Internationale France pendant 3 ans et finalement cette décision on l'a obtenue, mais évidemment il y a eu un blocage politique. Après,
Au plan juridique, il y a évidemment énormément d'obstacles. Sans rentrer dans des détails qui pourraient, je pense, embêter les auditeurs, il y a un premier point. Ils sont prêts à tout entendre. Oui, Je vois d'ailleurs votre bureau décoré de la une d'un journal Libération, notamment. Bien mal acquis, la France complice. Est-ce que cela veut tout dire, non? Disons que le simple fait que sciemment, puisque je pense que c'était connu d'un grand nombre, le fait que beaucoup d'avoirs illicites étaient hébergés et continuent d'être hébergés dans nos économies, je pense que oui, c'est une forme d'inertie coupable, en fait, le fait de n'être pas intervenu avant. Donc, il faut savoir, pour revenir justement sur les problèmes juridiques, et ça va faire le lien avec la question que vous venez de poser, c'est, bon, d'une part, en théorie, ce type d'affaires de grande corruption, et notamment de corruption transnationale, ça veut dire qui implique deux États, suppose que les autorités judiciaires de ces deux États travaillent ensemble pour faire avancer le dossier. Là, on va clairement pas... disons qu'il est assez évident que ni le Gabon, ni la Guinée équatoriale, ni le Congo... aucun de ces trois États ne va collaborer avec les autorités judiciaires françaises pour faire avancer l'enquête. Donc, ça veut dire que les deux juges d'instruction, les juges Leloir et Grumman, vont devoir se débrouiller tout seuls pour monter leur dossier et éventuellement décider de la suite à donner à ce dossier. Donc, ça va être beaucoup plus dur, la tâche est beaucoup plus ardue. Deuxième problème, évidemment, la question de l'immunité des chefs d'État en exercice, c'est-à-dire qu'on a accepté avec la création de la Cour pénale internationale d'admettre que lorsque c'était des crimes de droit internationaux étaient commis, notamment les crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité étaient commis, l'immunité n'avait plus vocation à jouer et du coup on pouvait parfaitement attraire des chefs d'État en exercice devant une Cour pénale internationale pour qu'ils répondent de leurs actes. En matière de crimes économiques, on n'en est pas là. Nous, notre position, c'est que l'immunité ne devrait pas avoir vocation à jouer. En pareille hypothèse, c'est tout l'esprit de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption qui a été adoptée en 2003 et qui est entrée en vigueur en 2005. Et c'est un point sur lequel on insiste. Donc, on va batailler pour faire en sorte que cette immunité n'ait pas vocation à jouer. La question se pose aujourd'hui avec une acuité particulière s'agissant de la Guinée équatoriale, dont le fils du chef d'État de la Guinée équatoriale vient récemment d'être nommé à un poste auprès de l'UNESCO. L'objectif est clair. Falcon avait utilisé ce moyen dans l'affaire des Angola Gates, c'est d'échapper à des poursuites pénales en France. Il vient par ailleurs d'être nommé vice-président de la République de Guinée équatoriale. Donc voilà, l'immunité est censée permettre à des agents publics d'assurer normalement leurs fonctions, mais à partir du moment où l'immunité garantit l'impunité de ces mêmes agents, je pense qu'elle n'a plus sa raison d'être et c'est ce sur quoi on travaille. Du coup, je voulais revenir sur la France complice, mais j'ai presque oublié la question que vous m'avez posée et du coup le lien que je voulais établir. Si vous pouvez me la reposer. De toute façon, on était en train de se demander, est-ce que la France complice ne vous empêchez pas encore de faire aboutir à ce jour certains dossiers? C'est ça que je voulais dire. En fait, vous venez de me remémorer le fil de ma pensée, merci. C'est qu'on s'est aperçu en marge de l'information judiciaire en cours que entre 2000 et 2011, Tracfin, donc qui est la cellule de renseignement financier en France, avait adressé 11 notes d'information au parquet de Paris. Ces 11 notes d'information visaient les mêmes personnes que celles qui sont visées dans la procédure des biens mal acquis. Et ces notes d'information indiquaient qu'il était très probable que ces individus étaient en train de blanchir de l'argent illicite sur le sol français. Et ils ont même employé les termes, il pourrait s'agir de biens mal acquis. Donc c'est dire que eux aussi, ils ont été sensibilisés à ces affaires. Donc à aucun moment, entre 2000 et 2011, malgré donc, ces 11 notes d'information, le parquet de Paris n'a jugé utile de déclencher les poursuites, y compris après 2007 et le dépôt de la plainte simple, par Sherpa et d'autres organisations partenaires. Tout ça pour dire que, je veux dire, il y a un moment où les informations leur sont communiquées, ils ne peuvent pas ignorer qu'il y a des opérations
de blanchiment importantes qui sont réalisées sur le sol français au préjudice de populations africaines en l'occurrence, mais plus généralement de populations qui ont cruellement besoin de ces ressources. Et le fait que le parquet de Paris, très certainement, sur instruction du gouvernement, refuse de déclencher des poursuites, pour moi, oui, on peut considérer que la France est complice de ces malversations. Oui. Mais ce n'est pas un combat perdu d'avance. À vous entendre parler, on a comme l'impression que oui, on fait du bruit, on met de la pression, mais on a du mal à faire aboutir, non? Alors déjà, je pense que faire du bruit, déjà, c'est pas si mal parce que ça complique la tâche des agents en question, des intermédiaires, donc de toutes les personnes qui peuvent leur prêter concours pour blanchir l'argent. Donc je pense que déjà, faire en sorte que le débat soit posé sur ces questions d'enrichissement illicite, de grande corruption, de blanchiment d'argent, de complicité des intermédiaires financiers, je pense que c'est bien en soi. Et le fait est que depuis l'initiative qui a été entreprise par Sherpa en 2007, je pense que la question de la restitution des avoirs illicites est passée à un niveau beaucoup plus élevé. Et je dis ça aussi puisque Sherpa participe régulièrement à des conférences internationales sur le sujet. On voit bien que les choses ont quand même bougé, les esprits changent. Mais évidemment, c'est pas ça qui va soulager les populations équato-guinéennes, gabonaises et congolaises. C'est sûr qu'il y a énormément d'obstacles. La procédure des biens mal acquis, c'est un peu une procédure test, c'est-à-dire qu'on a passé le premier cap qui a été d'obtenir que des organisations de la société civile puissent déclencher les poursuites malgré l'inertie des États. Et là, quand je parle des États, je vise aussi bien l'État français, mais aussi les États victimes, donc les États qui auraient pu également enclencher des poursuites. Donc cette première étape qui n'était pas gagnée, on a passé, 3 ans se sont écoulés entre le moment où la première plainte a été déposée, où l'information a été ouverte, a été franchie. Et on a bon espoir d'en franchir plein d'autres, telles que celle de l'immunité, telles que celle de concourir à la preuve des infractions dénoncées pour faire avancer l'instruction. Donc effectivement, il y a beaucoup d'obstacles. On n'est pas pessimiste, sinon on arrêterait tout de suite. Hein. Mais je mentirais si je disais que ça allait être simple. Non, ça va être dur. Mais je pense que c'est un combat important. Est-ce que vous avez de quoi vous satisfaire d'un bilan chiffré de fonds rapatriés ou en tout cas de procédures qui ont abouti? Alors, Sherpa, nous, on a la procédure des biens mal acquis, elle a été initiée en 2007 et elle ne va pas se clôturer cette année. Et donc, en termes de restitution, il n'y a absolument rien eu jusqu'ici. C'est normal, ce sont des procédures qui sont extrêmement longues. Cependant, vous avez sans doute suivi la saisie qui a été opérée à Avenue Foch, avec non seulement la saisie des véhicules, mais également la saisie des biens mobiliers qui se trouvaient, du fils Nguema, qui se trouvait donc à l'intérieur de l'appartement qui semble lui appartenir Avenue Foch. Donc c'est quand même une saisie record. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros de biens qui ont été saisis. Je pense que en soi, même si évidemment c'est pas, ça ne garantit pas que ces avoirs seront ni confisqués ni restitués au peuple équato-guinéen, c'est quand même un signal fort qui est adressé à ces personnes politiquement exposées, puisque c'est l'appellation consacrée également, qu'on n'acceptera pas que la France serve de refuge à des avoirs criminels. Mmh. Donc, mais il faut savoir quand même que donc là, on parle d'une action en restitution, enfin d'une action en recouvrement des avoirs illicites qui est engagée par la société civile, donc avec tous les obstacles qu'on évoque, mais que jusqu'ici, il n'y a pas plus de 5 milliards d'avoirs qui ont été recouvrés d'une manière générale, c'est-à-dire que sur le volume d'avoirs qui sont volés chaque année, volés, détournés ou qui sont le produit d'infractions de corruption et qui circulent chaque année, ce qui représente d'après la Banque mondiale entre 20 et 40 milliards par an. Et d'ailleurs, c'est une estimation extrêmement conservatrice et ils le reconnaissent eux-mêmes. Pas plus de 5 milliards auraient été confisqués sur les 5 dernières années et encore moins restitués
restitués aux États victimes, aux États qui sont les réels propriétaires de ces fonds. Donc c'est pour dire que le système actuel, en tout cas le système qui est dominant et qui veut que ce soit les États qui engagent des poursuites et que ce soit les États qui prennent l'initiative, etc., ne fonctionne pas. Et que donc il faut bien trouver une alternative à ce schéma. Et donc Sherpa a proposé d'agir parce que voilà, pour voir si c'était une alternative viable. L'histoire nous le dira. Le fait est qu'en l'état, il y a pas vraiment le statu quo n'est pas acceptable et donc il faut bien trouver une solution. Puisqu'il est évident que c'est pas le père, disons que c'est pas le chef d'État de la Guinée équatoriale, c'est pas Ali Bongo ou encore Denis Sassou Nguesso qui vont prendre l'initiative d'engager des procédures en France, en Suisse, aux États-Unis ou que sais-je, pour recouvrer les éventuels avoirs illicites qu'ils auraient accumulés sur le territoire de ces États et les rapatrier pour leur population, quoi. Donc, on peut effectivement attendre qu'ils quittent le pouvoir, mais bon, on sait également comment ça se passe et le temps que ça peut prendre. Justement, souvent, c'est à la lumière des alternances politiques que sont mis à jour les grands scandales de détournement de deniers publics et autres. Est-ce que les initiatives de bonne gouvernance aujourd'hui qui ont cours dans certains pays en Afrique, je citerai le Sénégal, mais nous reviendrons tout à l'heure sur le cas spécifique du Sénégal, est-ce que ce sont des initiatives qui viennent en complément de ce que vous faites ou est-ce une alternative à l'action de Sherpa? Alors, moi, je me réjouis que l'on demande de transition politique des gouvernements soient enclins à faire le nécessaire pour recouvrer les avoirs illicites qui ont pu être transférés dans des territoires étrangers. Oui, mais déjà, il faut les estimer. On sait souvent qu'il y a énormément de prête-noms derrière aussi. Ah ben, bien sûr, mais ça suppose des enquêtes. Détiennent ces ressources. Non, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'avoir illicite, c'est par définition, ce sont des avoirs qui ont été acquis de manière illégale. Donc le simple fait qu'un agent public soit propriétaire d'un bien... qui dépasse largement ses revenus. Pas exactement. Ce que j'allais dire, c'est qu'il soit propriétaire d'un bien en Suisse, en Angleterre ou ailleurs, ne signifie pas pour autant que c'est un avoir illicite. Il peut très bien l'avoir acheté avec ses deniers personnels. Donc ça, c'est uniquement à l'issue de l'enquête qu'on pourra déterminer si ce bien a effectivement été acquis de manière illégale. Après, il est vrai qu'à partir du moment où il y a un fort décalage entre le volume du patrimoine accumulé, des avoirs accumulés par cette personne et puis ses sources de revenus officielles, on peut il peut exister une forte présomption qui est enrichissement illicite. Tout ça pour dire que effectivement, on peut se réjouir donc que des initiatives soient prises au lendemain de transition. D'ailleurs, c'est le cas en Tunisie et en Égypte. Le problème, c'est que très souvent, donc ces transitions politiques, elles interviennent après des années. Et parfois, le laps de temps qui s'est écoulé entre l'infraction qui a permis de s'enrichir illicitement et le moment où le nouveau gouvernement en place cherche à recouvrer les avoirs illicites, c'est extrêmement difficile de constituer un dossier qui puisse permettre d'obtenir la restitution de ces avoirs. C'est un peu technique juridiquement, mais c'est des questions de prescription, c'est des questions de... Voilà, donc c'est des questions de preuve. Il est fort possible, typiquement, que Moubarak est acquis un hôtel particulier. C'est un exemple. J'ignore totalement si Moubarak a acheté un hôtel particulier dans le 6e. Mais prenons cet exemple-là. Il achète un hôtel particulier dans le 16e avec le produit de la corruption qu'il aurait touché il y a 30 ans. Mais quelle preuve on a aujourd'hui de cette opération, de cet acte de corruption qui s'est déroulé il y a 30 ans? Comment est-ce qu'on peut établir aujourd'hui, sachant que les témoins ont probablement disparu, à supposer qu'il y en ait eu, qu'il n'y a plus aucune preuve, qu'un pot de vin a été versé et que c'est avec l'argent de ce pot de vin qu'il s'est payé il y a 30 ans cette maison? C'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des dossiers qui sont très compliqués, que ça fait intervenir. Ce sont des dossiers le plus souvent qui sont abordés, appréhendés via la voie pénale, avec tout ce que ça suppose en termes de respect des droits fondamentaux, respect des droits de propriété, respect des droits de la défense, présomption de légitime défense, etc. Donc c'est des dossiers qui sont lourds, et ce qui fait que plus on attend avant d'engager des procédures de restitution,
moins on a de chance de mettre la main sur ses avoirs, moins on a de chance d'établir l'infraction d'origine qui a permis à cet agent public de s'enrichir illégalement, etc. Donc évidemment, dans l'absolu, on s'en réjouit, mais le mieux serait encore que des États, parce qu'il est bien... Ce qui est évident, c'est que des États comme la Tunisie ou l'Égypte, c'est pas eux qui allaient prendre l'initiative, encore une fois, d'engager des procédures en Suisse, comme ils le font aujourd'hui en France, etc., pour recouvrer les avoirs illicites. Ils ne pouvaient pas, puisque le système judiciaire était complètement fermé et sous la mainmise des autorités du régime. Donc, ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant, des États comme la Suisse, comme la France, comme le Canada, qui sont si motivés aujourd'hui pour contribuer au recouvrement des avoirs illicites, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris avant l'initiative d'engager des procédures dans leur pays pour confisquer ces avoirs illicites et, le cas échéant, organiser une restitution via des mécanismes d'aide au développement, via des agences d'aide au développement, que sais-je. Il y a des mécanismes, il y a des procédures qui sont possibles. Et donc, voilà, donc, dans ce laps de temps, avant que des transitions se mettent en place, il me paraîtrait important que des États prennent l'initiative d'engager des procédures sans attendre qu'une transition politique ait lieu, puisque bien souvent, quand la transition politique a lieu, il est trop tard. Et comme vous l'avez rappelé, en plus, bien souvent, les avoirs sont pas directement au nom des agents publics, ils font appel à une myriade de sociétés écrans, à des prête-noms, à des intermédiaires, c'est des enquêtes qui font appel à qui très souvent présentent des connexions avec des paradis fiscaux. Donc, ce sont des enquêtes complexes. Oui, donc c'est une bonne chose, mais voilà, l'idéal serait quand même qu'on intervienne en amont. Il y a que les initiatives, effectivement, sont en amont. Ils peuvent aussi être en aval, c'est-à-dire que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, l'Europe a pris quand même des initiatives qui étaient de lutter contre ce qu'on appelle communément les paradis fiscaux, qui en général aussi recueillent et hébergent tout ce qui est comme bien détourné des pays africains. Bon, on en fera le bilan qu'on en fera sur la lutte contre les paradis fiscaux en Europe. À un moment donné, il a semblé porter ses fruits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'initiative peut venir en appoint à votre action ? Il est clair que l'existence des paradis fiscaux, d'une manière générale, nuit, en tout cas facilite le détournement d'argent et puis les opérations de grande corruption en général, mais pas seulement, l'évasion fiscale. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Et puis, non seulement, c'est l'existence de ces mêmes paradis fiscaux entrave le bon déroulement des enquêtes. Des enquêtes financières, puisque très souvent ce sont des juridictions qui ne coopèrent pas facilement avec les autorités judiciaires. Donc oui, on se réjouit des initiatives qui ont été prises. Enfin, on se réjouit. Le mot est un peu fort, mais disons que oui, c'est très bien qu'ils aient pris ces initiatives. Maintenant, on attend quand même les résultats concrets, puisqu'il y a quand même encore un certain nombre de centres financiers offshore et de paradis fiscaux qui profitent de leur situation allègrement, qui tirent un profit non négligeable de l'existence de ces produits illicites sur leur territoire. Et très souvent, ces produits illicites constituent une part importante de leur produit intérieur, quoi. Donc, on attend de voir quand même une réelle volonté politique pour s'attaquer à ce problème. Je dois quand même préciser à votre décharge, à l'intention de nos auditeurs, que c'est vrai, cette interview, nous l'avions sollicitée. C'était au mois de février, mais on était en plein contexte électoral au Sénégal. Le prétexte, c'était bien sûr une sortie médiatique de Maître Bourdon, qui est le coordonnateur de Sherpa. Le président. Le président de cette association Sherpa, et qui faisait planer une plainte sur la tête du président Wade et de sa famille. Nous ferons le point tout à l'heure sur le cas spécifique du Sénégal. Mais ça doit donner de la rage quand même que d'avoir des dossiers sur certains chefs d'État, je pense au Gabon, à la Guinée et autres, et de les voir encore parader à Paris, reçus en grande pompe, certainement par les dirigeants français. Est-ce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire ?
Non, mais nous, on s'attaque pas. Enfin, je veux dire, bon, évidemment, on peut être choqué, et on l'est d'ailleurs, par le mode de vie de certains de ces individus. Et je pense en tout premier lieu au fils du chef de l'État de la Guinée équatoriale, qui est particulièrement emblématique. Donc, on peut être choqué. Nous, ce qui nous intéresse, au final, ce sont ces avoirs illicites. Ce sont ces avoirs accumulés sur nos territoires, sur le sol français, qui sont autant de ressources qui pourraient venir au développement des pays en question. Donc ça, c'est vraiment la chose, l'élément qui nous intéresse. Après, sur le fait qu'ils puissent se déplacer, que la France... que le gouvernement français puisse les recevoir en grande pompe quand ils viennent nous rendre visite. J'ai envie de dire, ça ne nous intéresse pas. Sherpa, on n'est pas là pour faire la politique. Le gouvernement français a ses intérêts qu'il défend. Nous, on n'a pas les mêmes intérêts nécessairement, en tout cas, que le gouvernement français en l'occurrence. On ne les partage pas pleinement. On a un objet social qui est le nôtre, qui est de lutter contre les crimes économiques. On est là pour faire en sorte que la France applique strictement les conventions internationales, les engagements internationaux qu'elle a pris. Le reste, j'ai envie de dire, chacun, voilà, c'est leur travail, on fait le nôtre. Avez-vous connaissance d'une plainte du président Wade ou de sa famille à l'encontre de Sherpa? Contre Sherpa, non. Je n'ai pas connaissance. Je vous pose la question parce que je me rappelle à l'époque, quand nous avions fait état de cette sortie de Maître Bourdon, dont vous vous rappelez, la réplique du Sénégal ou des mises en cause était de porter plainte contre Sherpa. Je crois qu'ils ont dit qu'ils porteraient plainte contre William Bourdon. Oui, exactement. William Bourdon, qui est personne morale de Sherpa. Tout à fait. Qui est président de Sherpa, mais en tout cas, à ce jour, aucune plainte contre Sherpa n'a été... Et est-ce que Sherpa a fait le point quand même sur ce qui semblait être des pistes à suivre concernant le Sénégal, concernant Wade, son fils et sa famille, comme il était dit dans l'article du Parisien? Alors, bon, il y a plusieurs questions dans cette question. La première chose, c'est que l'article est un petit peu biaisé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que William Bourdon a évoqué le fait que les trois chefs d'État qui sont visés dans la procédure des biens mal acquis ne sont évidemment pas les seuls qui pourraient être concernés par ce type de procédure, et que il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et parmi ces beaucoup d'autres, il y a notamment le Sénégal, sachant que Sherpa, depuis la plainte des biens mal acquis en 2007, a reçu et ne cesse en fait de recevoir énormément d'informations, qu'il s'agisse d'informations provenant de membres de la diaspora, d'entrepreneurs qui ont été lésés en marge d'un marché public. Il peut s'agir de personnes qui ont été témoins, il peut s'agir de personnes qui ont travaillé pour ces individus. Donc, bref, on reçoit énormément d'informations, le plus souvent sous forme anonyme, mais pas exclusivement. Voilà, de gens qui viennent partager avec nous des informations sur d'autres pays que ceux visés dans la plainte. Et donc, évidemment, ce sont des choses qu'on étudie avec intérêt, et on néglige absolument aucune des informations qui nous sont communiquées. Donc, on a, pour un certain nombre de pays, des informations qu'on traitera plus en avant le moment voulu. Et le moment voulu, c'est quand? C'est bien évidemment quand on aura déjà fait avancer le premier dossier, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un peu une procédure test. On ne sait pas vraiment où ça va nous amener. Il y a encore énormément d'obstacles juridiques à lever. Donc, je pense que c'est un peu prématuré de multiplier les dossiers sans savoir précisément où on va aller avec celui-ci. Donc, néanmoins, on serait ravis que les informations qu'on a pu collecter, en tout cas qui nous ont été transmises sur le Sénégal ou tout autre pays, puissent servir. Et voilà, donc elles serviront à un moment donné. Mais vous semblez être quand même sur des pistes assez sérieuses, avec des
adresses de biens qui appartiendraient à cette famille Disons présidentielle, que, bon, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... Enfin, beaucoup de choses. Il y a déjà des initiatives qui ont été engagées par le Sénégal. Il y a notamment un type qui a déposé une plainte simple auprès du parquet de Paris contre la famille Wade en 2009, si ma mémoire est bonne. Et qui après, alors qu'on lui demandait de verser une consignation pour pouvoir se constituer partie civile, je crois, n'a pas pu verser le montant. Là, et voilà, c'est rétracté. Alors, les conditions de son retrait ne sont pas extrêmement claires, mais tout ça pour dire qu'il y avait eu quand même un certain battage médiatique autour de ce dépôt de plainte en 2009. Et que du coup, à la suite de cette plainte, il y avait des articles qui étaient parus dans la presse qui faisaient état du patrimoine de la famille Wade sur le sol français. Donc ça, Sherpa n'a rien inventé. Je veux dire, il y a des gens qui s'y sont pris avant nous. Et d'ailleurs, d'une manière générale, si on est attentif, parce qu'il y a énormément de journalistes d'investigation, énormément de sources disponibles publiquement, des rapports du FMI, des rapports du Sénat américain, des rapports d'ONG, des articles de presse. Et parfois, il suffit simplement de recouper ces différentes informations. Et puis voilà, la vérité saute aux yeux. Il y a quand même des choses troublantes dans ce qu'on peut lire. Donc, oui, on a des informations, mais il n'y a rien en l'état. Enfin, ce sont des informations que vous-même auriez pu obtenir. Enfin, voilà. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse au moment de ce dépôt de plainte en 2009. Et est-ce que concrètement, vous travaillez sur un dossier sur le Sénégal, oui ou non? On a des éléments, mais pour l'heure, on ne travaille pas dessus et en tout état de cause. Je crois savoir, enfin d'après les informations que j'ai vu dans la presse, que les autorités sénégalaises font ce qu'il faut et sont prêtes à collaborer avec le programme STAR de la Banque mondiale pour mener à bien ces opérations de recouvrement. Donc à ce stade, je dirais, Sherpa n'a absolument pas vocation à se substituer aux autorités sénégalaises. Dans le cadre du Congo, la Guinée et de la Guinée équatoriale, c'est évidemment une configuration différente puisqu'on parle d'agents publics qui sont encore en exercice et donc qui vont évidemment pas prendre l'initiative des poursuites. Là, dans le cas du Sénégal, les autorités sénégalaises ont l'air tout à fait prêtes et de bonne volonté pour obtenir la restitution des éventuels avoirs illicites qui pourraient avoir été transférés à l'étranger. Donc voilà, donc on n'a pas vocation à intervenir à ce stade, sauf à ce que nos services puissent être jugés utiles. Mais voilà, mais en tout cas, pas de manière spontanée, pas de manière autonome, pas de manière isolée, pas sans concertation avec les autorités sénégalaises. Notre intérêt, nous, c'est d'agir dans l'intérêt des populations sénégalaises qui semblent aujourd'hui bien représentées. Donc on n'a pas vocation à se substituer. Voilà. Et comment se confectionnent les dossiers au-delà du recueil d'informations? Qui saisit Sherpa? Est-ce que c'est des citoyens d'un pays, des organisations, ou c'est vous-même qui décidez de vous autosaisir pour traquer, comme on dit, des biens mal acquis? Encore une fois, sur les trois pays qui font l'objet de cette procédure initiale, ce sont des pays pour lesquels on avait été sollicité, c'est-à-dire qu'on a des partenaires au Gabon et au Congo, d'une part, mais pour ce qui est du Gabon et du Congo, ce sont des pays pour lesquels on avait pas mal d'informations. Donc, c'est pas surprenant, hein, ce sont des pays alliés de la France, etc. Donc, du coup, on avait quand même un certain nombre d'éléments d'information et c'est aussi la raison pour laquelle on a jugé utile de se focaliser sur cela. Sur la Guinée équatoriale, alors les contacts avec la société civile locale, vous pouvez l'imaginer, ils sont extrêmement réduits. Dire la Guinée équatoriale, c'est quand même pas le pays le plus ouvert au monde. Néanmoins, on a des contacts, notamment avec une organisation américaine qui s'appelle EJ Justice, pour Equatorial Guinea Justice, qui a été fondée par un équato-guinéen qui est aujourd'hui exilé aux États-Unis. Et on a choisi de retenir aussi la Guinée équatoriale puisque c'est sans doute l'un des exemples les plus manifestes de ce qu'est la grande corruption, en fait. On parle d'un État qui est tout petit,
avec énormément de ressources et pétrolières et forestières, où la production de pétrole est de l'ordre de 350 000 barils par jour. Et pour autant, la croissance du pays ne profite absolument pas à la population équato-guinéenne. Donc on a jugé important de l'inclure dans cette procédure test. Aussi parce qu'on avait des éléments, bien évidemment, et notamment des éléments tirés du rapport d'enquête du Sénat américain par le sénateur Carl Levin, un très très bon rapport d'enquête qui justement évoque les détournements de l'argent du pétrole commis par les élites équato-guinéennes au préjudice de la population, et cette même fortune accumulée est transférée sur des comptes bancaires aux États-Unis. Bref, tout ça pour dire que il y a deux types de dossiers à Sherpa, en fait, d'une manière générale. C'est-à-dire que Sherpa, on parle évidemment là beaucoup de l'affaire des biens mal acquis. Sherpa aussi assure la défense de victimes de multinationales qui sont, dont les droits sont violés, qu'il s'agisse des droits sociaux, encore une fois, des droits environnementaux. Typiquement, le dossier Comilog, Sherpa assure la représentation de plus de 800 salariés qui ont été licenciés du jour au lendemain par une filiale de la Comilog, et donc on a porté l'affaire devant les prud'hommes à Paris. Et là, typiquement, on a été sollicité par un monsieur qui assure, qui fait office de porte-parole des anciens travailleurs de la Comilog. Donc, dans le cas de cette affaire Comilog et dans le cas des biens mal acquis, on parle de victimes. Les victimes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans le cas de Comilog, ce sont des victimes qui sont nommément identifiées. Donc, le plus souvent, ce sont elles qui viennent à nous et qui nous demandent notre assistance. Et là, Sherpa fait office de cabine d'avocat. C'est-à-dire on intervient pro bono grâce aux membres de notre réseau, puisque Sherpa est en relation avec des avocats. Dans l'affaire des biens mal acquis, les victimes, potentiellement, ce sont tous les Équato-Guinéens, tous les Gabonais, tous les Congolais. Donc, on n'est pas le plus souvent mandaté par une personne en particulier. C'est-à-dire qu'on peut nous signaler qu'il y a telles opérations ou telles malversations qui sont commises, etc., et le cas échéant en tenir compte, mais on n'est pas nommément mandaté puisqu'il n'y a pas de victimes nommément identifiées. Donc, c'est le plus souvent si... En France, comme je disais tout à l'heure, il y a des opérations de blanchiment, que nous, on dénonce ces opérations de blanchiment, et compte tenu de l'importance de l'affaire, qu'on choisira de choisir tel ou tel dossier, quoi. Donc, mais encore une fois, les victimes sont indéterminées, donc on n'est pas officiellement mandaté. C'est une affaire un peu différente. Alors, Maud Pédriel-Vessière, je rappelle que vous êtes délégué général de l'association Sherpa, plus connue comme étant une association qui traque les biens mal acquis. Alors, je vais solliciter l'avis de la juriste que vous êtes. Dans les crimes de guerre, dans les génocides et autres, les choses, on pense plus aux peines de prison. Dans le cas des crimes économiques, souvent la réflexion est d'abord de faire rembourser plutôt que de mettre les gens en prison. L'avis de la juriste que vous êtes sur les verrous à faire sauter. Je précise quand même que cette initiative de la Banque mondiale contribue certainement aujourd'hui à aider les victimes à se faire restituer les biens volés. Quelle autre initiative faut-il mettre en place pour faire sauter tous les verrous qui bloquent aujourd'hui les procédures ? Là, il y en aurait beaucoup des procédures. Bon, déjà, moi, je partage l'avis et qui rejoint notre position en matière d'immunité, que les affaires de grande corruption ou les affaires de criminalité financière peuvent se solder par des peines de confiscation. Nullement besoin de mettre les gens en prison. Et c'est précisément parce qu'il n'est nullement besoin de mettre les gens en prison que le fait de prononcer une peine de confiscation à l'encontre d'une personne, notamment d'un agent public qui se serait enrichi illégalement, ne l'empêche pas par ailleurs de continuer à exercer ses fonctions, puisque ce n'est pas une peine privative de liberté, il n'y a pas d'atteinte directe à son intégrité physique, et du coup on peut tout à fait concevoir qu'il poursuive ses activités, après à l'État en question de déterminer s'il est bien placé, le mieux placé pour poursuivre ses activités publiques. Mais ça, c'est une autre question, c'est pas ça le Sherpa. Mais le fait est qu'on reste persuadé que ces affaires peuvent se solder par des peines de confiscation
nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait de récupérer ces avoirs et de les affecter à des projets de développement, ou en tout cas qui servent les intérêts de la population. Sur les mécanismes de restitution, il est clair, comme j'ai dit tout à l'heure, que la restitution aujourd'hui, il y a assez peu de précédents. Donc 5 milliards qui ont été recouvrés sur les 15 dernières années, pas plus de 4, voire je crois que les chiffres sont encore moins importants, ont été restitués aux États victimes. Donc il y a clairement un problème. La Convention Mérida, entrée en vigueur en 2005, enjoint les États de vraiment restituer les avoirs illicites qui auraient pu être blanchis sur leur territoire aux populations qui en étaient spoliées. Le fait est que, d'après un récent rapport de la Banque mondiale, très peu d'États ont transposé cette obligation de la Convention Mérida en leur droit interne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cadre pour opérer la restitution. Donc rien que ça, c'est déjà assez problématique. Il y a le suivi de la Convention Mérida qui a démarré il n'y a pas longtemps, et donc cet aspect de la Convention devrait être étudié bientôt, mais on va suivre avec intérêt cette question-là, puisqu'il paraît important que pour pouvoir effectivement restituer les avoirs illicites aux États qui en ont été spoliés, il faut encore qu'il y ait des mécanismes adaptés qui soient mis en place en amont, et ce n'est pas nécessairement le cas, donc on travaille là-dessus. Après, dans le cas des biens mal acquis, où c'est un peu particulier, parce qu'on parle puisque les agents publics en question sont encore au pouvoir, il y a tout à imaginer, et c'est clairement, je veux dire, je ne peux pas être plus clair, il y a très très peu de précédents. Et donc, l'idée, ça serait vraiment de concevoir des solutions qui permettent de restituer, ou du moins, oui, de restituer ce savoir, mais surtout de faire en sorte qu'ils servent les intérêts de la population. Donc peut-être par l'entremise de la Banque mondiale, alors peut-être que ça va très certainement faire rougir plus d'un, mais il y a tout, voilà, il y a tout plein de solutions à imaginer, mais encore une fois, et malheureusement, c'est pas demain que cette opération va se faire, donc ça nous laisse encore un peu de temps pour réfléchir aux meilleurs dispositifs et s'entourer des bonnes personnes pour nous aider à concevoir des solutions innovantes pour assurer que ces fonds, que ces avoirs illicites, à supposer qu'ils soient effectivement confisqués, puissent être restitués aux populations visées dans les meilleures conditions, quoi. Maud Perdiel-Vessière, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association Sherpa, dans un contexte de traque de biens mal acquis au Sénégal à la suite de l'alternance politique, avec les opérations d'audit déclenchées, ou plutôt le pouvoir en place qui donne suite aux audits qui avaient été réalisés par l'ancien régime, qui avait mis le coude quand même sur les conclusions de ces audits. Il nous a semblé essentiel aussi de revenir sur cette traque des biens mal acquis, et essentiellement, souvent, ces biens sont logés en France et ailleurs. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Sherpa dans le 9e arrondissement de Paris. Amis auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.